c'est un oiseau magnifique. Année après année, ça nous épate. On est émerveillés à chaque fois qu'on les voit arriver, puis on ne se tanne pas de les voir. Puis j'adore les côtoyer, mais j'adore les chasser. Alors, quand on entend des oies comme ça, là, on sent que l'île bat là, avec le son des oies. L'oie, c'est un animal déterminé qui est résilient, va affronter toutes les conditions possibles et impossibles. C'est vraiment des très, très beaux oiseaux. On dirait qu'on tombe toujours sous le charme, là. Surtout quand tu vois des belles petites séquences avec des petites familles, des petits bébés. On a une espèce qui est belle, puis les sites dans lesquels elles sont d'une beauté incroyable. Donc c'est assez saisissant de faire le voyage avec elles, puis de s'associer un peu comme si on était sur le dos d'une oie. La migration qui arrive, au début, tout à coup, il y a quelques bandes d'oies. Après ça, une première vague qui arrive. Ils envahissent un peu là, la prairie humide, les battures à serpes. Puis c'est toujours une belle surprise. Là, dans le fond, ce que j'essaie de faire, c'est de regarder un peu où se situent les oies, comment ils se comportent, est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils se reposent. Je regarde ça pour faire ma prospection pour la chasse, là, pour essayer de comprendre ça va être quoi leur prochain mouvement. Sur l'île aux grues, le cri de l'oie marque le tournant des saisons, au printemps comme à l'automne. Cette migration de milliers d'oiseaux rythme la vie des insulaires et des chasseurs depuis des générations. Quand les oies arrivent, ça nous touche droit au cœur. On est vraiment dans une situation géographique vraiment belle puis vraiment optimisée par la présence des oiseaux. C'est comme une période de renaissance là, pour l'économie. Ça égaye beaucoup le climat de l'île, mais aussi ça amène beaucoup d'activités au niveau de la vie sociale. Ici, on a des appelants type full body, plein corps. Ça, c'est la position sentinelle. Ça, c'est la position mangeuse. Donc, on essaie de recréer, en fait, là, ici, un troupeau de 350 oiseaux qui viendraient se poser dans le champ. Comme les oies sont grégaires, les chasseurs tentent de créer l'illusion parfaite pour les attirer. Pour réussir la stratégie, ça prend du temps et de la patience. Avec les années, on les a beaucoup éduqués, là, puis ils sont très, très méfiants. Ils sont plus méfiants qu'à l'époque. Si on recule de 40-50 ans, c'était plus facile de berner les oiseaux. Aujourd'hui, on les a tellement montré des nouvelles façons de faire qu'eux autres, ils ont tout appris, eux autres aussi. Puis Mimi, tu me diras, c'est quoi qu'on a comme collier? Un peu plus loin, dans l'archipel, presque au même moment, l'oie est aussi dans la mire de chercheurs. Là, on cherche des colliers avec des émetteurs GPS. Et on cherche des oies qui ont été équipées le printemps dernier, qui ont fait un cycle complet de migration et qui reviennent s'alimenter ici, s'engraisser pour repartir. Et donc, c'est ça qu'on fait comme recherche de collier. Alors, on sait qu'il y en a 3 ici, mais c'est un peu comme chercher une aiguille dans une meule de foin. C'est un collier gris sur une oie blanche. Elles sont à peu près 20 000 ici. Alors, c'est du travail. J'ai un collier jaune au fond. Ah, moi aussi. À droite ou à gauche, toi? Moi, je suis à gauche. Ouais. Ce qui m'intéresse plus souvent, puis je le dis souvent à mes étudiants, c'est le comportement. Donc, essayer de comprendre leur comportement, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'elles font, comment elles réagissent. Il y a beaucoup d'interactions qui se passent entre elles. Elles se chicanent, elles se picolent, elles sont très territoriales, mais en même temps, elles ont besoin des autres pour exister. Il y a tout ça qu'on retrouve dans nos comportements à nous, c'est-à-dire qu'on ne s'aime pas, mais on a besoin des autres.
Depuis très longtemps, la migration de l'oie des neiges offre l'un des spectacles naturels les plus majestueux d'Amérique du Nord. Comme une horloge bien synchronisée, chaque printemps et chaque automne, toutes les oies du continent se mettent en route. Elles font le grand voyage aller-retour entre le sud des États-Unis et le Grand Nord. On a des trajets GPS qui nous donnent la fine pointe des trajets de migration, mais quand on regarde nos anciens trajets, ou peu importe, c'est à peu près les mêmes routes qu'elles prennent. Il existe deux populations distinctes, la grande et la petite oie des neiges. À l'œil nu, elles sont presque identiques. Dans le centre et l'ouest du pays, c'est la petite oie des neiges qu'on voit passer, survolant les grandes prairies et la côte pacifique. Dans l'est, au Québec, c'est la grande oie des neiges qui peuple le ciel. Elle quitte la côte américaine pour venir faire une halte dans la vallée du Saint-Laurent, comme ici, à l'île aux Grues. C'est un site au milieu du fleuve Saint-Laurent. Il y a des zones de batture importantes, puis c'est un peu un garde-manger pour les oies quand elles arrivent en migration. C'est des battures avec beaucoup de marais à sirpe. Mais donc, elles vont essayer de déterrer des rhizomes de sirpe. Donc, les racines, si tu veux, les tubercules qu'elles vont essayer de retourner. Ça, c'est riche en amidon. Et puis ça, c'est de l'énergie brute pour elles qu'elles peuvent aller récupérer là. J'ai un collier gris. C'est ça. Au-delà du suivi migratoire, les chercheurs surveillent la taille et l'état de santé des populations. Comme d'autres oiseaux migrateurs, l'oie des neiges a frôlé la disparition au début du siècle dernier pour ensuite voir un rebond en raison de l'encadrement de la chasse. Pendant ce temps-là, l'intensification de l'agriculture transforme le territoire. L'arrivée massive du maïs et l'expansion des cultures ont offert un buffet inespéré, une véritable bénédiction pour l'espèce, aux grandes dames des agriculteurs. Le grain de maïs, il est disponible tout de suite, puis c'est très riche en énergie, puis ça peut être directement stocké sous forme de graisse. C'est beaucoup plus rentable de manger sur des grains que de s'alimenter d'un marais à sirpe où il faut mettre la tête en dessous, arracher tout ça, le ressortir, le manger. Quand l'oie a compris ça, elle va s'engraisser beaucoup plus rapidement. En s'engraissant plus vite, il y a un surplus d'énergie qui va pouvoir être mis dans la reproduction. Comme on a modifié un peu le paysage, l'oie des neiges, c'est une espèce qui s'est très bien adaptée à cette modification-là, où là, on s'est retrouvé avec une situation un peu problématique, avec une surabondance d'oies. L'exemple de la petite oie des neiges dans les prairies est frappant. Alimentée sur des territoires agricoles immenses, la population a explosé pour atteindre le seuil des 15 millions d'individus. Dans le bas arctique, là où elle niche, les oies blanches sont devenues une menace sérieuse pour leur propre environnement. Les oies sont capables de tirer. Là, j'expliquais dans le marais à sirpe, là, ils vont faire pareil dans le nord, ils vont tirer là-dessus. En tirant, ils vont extraire les racines. Puis en faisant ce comportement-là, le même comportement qu'elles ont ici, vont être capables d'amener une désertification locale. Dans l'Est, la situation est moins dramatique, même si on a franchi le cap du million d'individus. Une explosion démographique qui a forcé, il y a 20 ans, l'ouverture d'une chasse au printemps. On a des panneaux ici qui sont déjà habillés, mais on va racheter de la végétation locale pour vraiment accentuer là, le mélange avec l'environnement. Il faut surtout éviter que les oies nous voient quand ils arrivent. Donc, on va essayer d'habiller la cache le plus possible, d'être tranquille, puis c'est ça, vraiment de se fondre là, dans l'endroit. Là, on est prêt pour l'action, donc là, c'est une question d'être patient, mais aussi d'être très observateur. Si on veut une pérennité de la présence des oies puis du succès de chasse, il faut que les gens aient un certain contrôle. Ouais. Après des années d'efforts, cette chasse contrôlée porte maintenant ses fruits. On la qualifie de surabondante mais stable. C'est-à-dire qu'elle est un peu trop
trop nombreuse, si tu veux, par rapport à ce qu'on s'attendrait s'il n'y avait pas de pratique agricole. Mais elle est stabilisée, donc on la gère relativement bien. Dès la mi-mai vient le moment de la grande envolée. L'instinct commande le départ. Les oies quittent le fleuve, direction le Grand Nord. Dès qu'il y a des vents favorables qui vont la pousser vers le nord, c'est à ce moment-là qu'elles vont partir. Et puis, elles vont migrer relativement haut, 2000 mètres à peu près d'altitude, puis effectuer un voyage autour de 60 km à l'heure, non-stop. Ça peut être non-stop jusque dans le site de reproduction. On a déjà vu ça avec nos données GPS. 2 jours, c'est notre record. On n'est pas déçus de les voir partir. On est déçus parce que là, la nature change complètement quand elles sont plus là. Mais on est content de voir que quand elles partent, c'est qu'elles sont prêtes à pondre des œufs, puis à élever leurs petits, puis à nous revenir à l'automne. Je suis arrivé à l'île Bilot dans une météo brumeuse, pluvieuse. L'hélicoptère, c'était incertain s'il allait pouvoir se rendre. Et puis, bien vite le lendemain, les nuages se sont retirés. C'est le rideau qui se lève puis la pièce de théâtre qui commence. Il y a quelque chose d'onirique là, qui rappelle le rêve. Et là, j'y étais dedans. Je suis recruté en 1995, donc il y a 30 ans. Je débarque dans un environnement complètement déstabilisant, un environnement nouveau, puis je tombe en amour très rapidement avec l'île Bilot. On ne voit aucune infrastructure humaine. On sait que sur des centaines de kilomètres carrés, il n'y a personne. C'est uniquement la nature sauvage. On sait que c'est un réel privilège d'être ici. Nous sommes à l'île Bilot, à l'extrémité nord de la terre de Baffin, une immense réserve protégée de 11 000 km². Les montagnes et les glaciers de la cordillère arctique dominent le relief de l'île. Vers le sud s'étend une vaste plaine de toundra. C'est un endroit particulièrement riche dans l'Arctique. Donc c'est un refuge d'oiseaux migrateurs, c'est un parc national. On voit les montagnes derrière moi qui abritent un peu des vents du nord, des vents forts. C'est un peu une oasis dans l'immensité de l'Arctique. Ce qui est vraiment fascinant, c'est le fait qu'on peut observer des interactions entre plusieurs espèces, du fait qu'on a 24 heures de lumière, jour et nuit, sans obstacle visuel. Tout se déroule devant nos yeux. Et devant nos yeux niche la Grande Oie des Neiges. Après un voyage d'environ 3000 km, les couples d'oies s'installent dans l'étendue de la toundra de Bilot pour se reproduire. À l'île Bilot, en fait, on retrouve la plus grosse colonie d'oies des neiges. On parle d'au moins 15 de la population d'oies des neiges qui vient se reproduire à l'île Bilot. C'est quand même particulier, cette période de reproduction, avec un mâle qui va défendre un territoire autour de sa femelle pour lui permettre de s'alimenter de façon le plus calme possible. On se retrouve avec des petits couples isolés, dispersés dans un paysage. C'est vraiment très différent de ce qu'on retrouve plus au sud avec des groupes de milliers d'oiseaux qui sont collés un sur l'autre. Au cours des 3 dernières décennies, Joël Betty a établi son campement aux 4 coins de la toundra de l'île Bilot. Il est l'un des témoins privilégiés de l'évolution de ce territoire, mais aussi du quotidien du travail de terrain dans le nord. Les conditions de camping à l'île Bilot sont extrêmement variables. Les gens qui arrivent au mois de mai peuvent être directement dans la neige. Ensuite, la fonte de neige au mois de juin, bien là, on se retrouve avec des conditions extrêmement changeantes.
C'est beaucoup le vent qui peut complètement changer nos conditions climatiques puis rendre parfois la vie difficile là, pour les gens qui sont sur le terrain. Donc, il faut juste être prêt à toutes sortes de conditions environnementales. Il y a quand même pas si longtemps, tout ce qu'on avait, c'était nos belles petites tentes jaunes. 2, 3 tentes, strict minimum. On cuisinait dans nos vestibules. Mais avec le temps, bon, on a augmenté un petit peu la qualité là, de notre équipement. Puis maintenant, nos beaux dômes, là, qu'on appelle aussi nos Space Stations, bien là, on a beaucoup plus d'espace, on a des bons systèmes de panneaux solaires, on a des ordinateurs, batteries. Mais c'est tout simple. Puis autour de tout ça, on place des détecteurs de mouvement qui peuvent nous réveiller en cas de présence d'ours polaires, mais heureusement, c'est pas un enjeu ici à l'île Bilo. On n'a pas trop à se soucier des ours polaires, mais quand même, on est toujours prêt, au cas où. Ce campement fait partie de la station de recherche de l'île Bilo du Centre d'études nordiques. C'est le fruit d'une collaboration entre diverses universités et centres de recherche au Québec. Depuis presque 40 ans, ce laboratoire a vu défiler des centaines de scientifiques et spécialistes, des biologistes aux glaciologues. Pour couvrir le territoire, la station repose sur un camp fixe et quelques camps temporaires déployés au gré des projets de recherche. La logistique se passe ici, au camp 1. Bilo 2, Bilo 2, Bilo 2. Bonsoir, Bilo 2 pour Bilo 1. C'est ici qu'on fait la gestion avec les autres camps, qu'on fait la coordination, entre autres, de l'hélicoptère. Fait que chaque soir, on communique avec toutes les équipes qui sont sur le terrain pour s'assurer que tout va bien. Clairement, l'Arctique vient avec beaucoup de défis au niveau logistique, des surprises. Ça peut être la météo qui, soudainement, est plus belle. Ça va chambouler l'horaire d'hélicoptère qu'on va devoir refaire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il peut y avoir des bris de matériel qui vont tout bouleverser nos plans encore une fois. Bonne soirée. Bilo 5. Bilo 5. Une bonne partie du travail à l'île Bilo est quand même réalisée par des étudiants et étudiantes universitaires. C'est tout un apprentissage, donc qui déborde de l'aspect purement académique ou d'un projet de recherche en soi. Donc, d'apprendre à gérer une équipe, gérer des interactions entre les personnes, gérer de la logistique, gérer de l'infrastructure. Donc, c'est une dimension qui se rajoute à la recherche scientifique et à la recherche académique. Écoutez, H008, c'est 2 œufs. H008, potentiellement. Peut-être que là, ça tient début de la ponte, puis c'est le début de l'incubation. Moi, c'est ça, parce que sinon ça... Au camp 2, à 30 km plus au sud, nous retrouvons l'étudiant en biologie, Mathieu Weiss-Blais. C'est son 4e été à suivre la reproduction des oies à l'île Bilo. On établit la date d'éclosion prévue de chacun des nids pour prévoir notre échantillonnage sur le terrain. Donc là, on fait un grand blitz. Nous sommes à la fin du mois de juin, une période de luminosité constante. Le soleil est présent 24 heures sur 24. Les journées de travail sur le terrain sont très longues. On est actuellement dans le cœur de la colonie de Grand Oie des Neiges de l'île Bilo. On est dans la maison des oies, ici, vraiment. Puisqu'on y vient aussi souvent, jour après jour, semaine après semaine, ça devient aussi un peu la maison pour nous aussi, notre quotidien. C'est ça, le quotidien pour nous qui travaillons sur l'Oie des Neiges. Est-ce que tu vois un renard, Pierre? Pas de renard de mon bord. Pas de renard du mien non plus. On est beau pour aller visiter les nids. Dans un milieu humide, c'est typique où les oies vont nicher dans la plus forte densité parce qu'ils ont accès à l'eau facilement, puis aussi parce qu'ils ont de la nourriture. Les plantes qu'ils préfèrent sont là très accessibles. Ça va leur permettre d'avoir un meilleur succès reproducteur. Oh là là! Il y a de l'œuf ici, mon cher. Durant l'été, les jeunes chercheurs ont pour mission de suivre des centaines de nids d'oies dans la colonie. Ils les visitent un par un pour mesurer chaque ponte. Le nid d'oie, il est fait essentiellement de duvet, de l'oie qu'elle va arracher sur son abdomen, puis aussi de matière végétale qu'elle va avoir récupérée dans les environs. Au début
de la saison de nidification, quand on est dans la ponte, le nid est vraiment minimal, puis on a pratiquement que la végétation. Puis tranquillement, au fil des jours, puis au fil des œufs qui sont pondus, le duvet vient s'ajouter. C'est là qu'on a une belle coupole duveteuse comme celle-ci. On est à 120 grammes. 80 et 97. Toutes les mesures qu'on prend sur les œufs, ça nous permet d'avoir plein de paramètres sur la reproduction de l'oie. On le fait à chaque année. Ça permet de comparer les années entre elles. Puis de marquer les œufs, ça permet de savoir les œufs qui ont été prédatés ou les nouveaux œufs qui sont pondus entre chacune des visites d'un nid. Puis les mesures, ça nous permet de savoir le stade d'incubation. Ce suivi de la reproduction chez les oies est la pierre angulaire du travail scientifique à la station de recherche de l'île Bilot. C'est une ingérence brève mais nécessaire avant de laisser la femelle reprendre sa garde et terminer sa mission. Une fois que les œufs sont pondus, la femelle va passer 90 % de son temps sur le nid à incuber les œufs. C'est un travail sans relâche où elle va s'alimenter très peu, boire très peu, puis vraiment se dédier à la protection de sa couvée. On entend l'oison cogner contre la coquille, piailler aussi, se tourner dans l'œuf. Entre 24 et 48 heures, peut-être un peu plus, cet oison-là devrait sortir de l'œuf. Ici, le travail va être court parce qu'on a une prédation. On n'a plus d'œufs, puis on n'a pas de coquilles qui restent dans le fond de la coupole. Ça signifie que c'est un renard qui est venu prendre les œufs et c'est pas les jeunes qui ont éclos, laissant le reste de leurs coquilles. Dans cette grande plaine, les couples d'oies des neiges sont constamment aux aguets, car les renards arctiques rôdent en quête de nourriture. Hallucinant. Quand on fait une visite d'un nid, on fait fuir les parents qui ont peur pour leur survie. Puis c'est à ce moment-là qu'il faut que nous, on soit très prudents. Ah. On protège le nid du prédateur. Le renard arctique ne s'attaque pas à l'oie, une batailleuse aguerrie dont la masse corporelle est comparable à la sienne. Mais ce sont plutôt les œufs qui l'intéressent. Les renards, quand ils capturent des œufs, la majorité du temps, ils vont venir les cacher en vue de faire des provisions pour l'hiver. Puis là, nous, on a repéré le renard cacher un œuf dans la toundra, puis on voit que c'est pratiquement invisible, le travail qu'il réussit à faire. Ils ont une énorme mémoire spatiale et ils savent où sont les choses, puis ils ont surtout un odorat et ils marquent beaucoup avec de l'urine. Mais c'est sûrement une de leurs facultés essentielles pour survivre, de tout sentir et de se souvenir de tout ce qu'il y a. Le vol d'œufs confirme une règle d'or. Le destin de chaque espèce est intimement lié aux autres. Dominique Berthaud étudie ces connexions complexes en suivant le renard arctique depuis plus de 20 ans. L'équipe s'intéresse au comportement de l'animal, à ses déplacements ainsi qu'à sa reproduction. J'en vois deux. Je pense qu'il y en a 3. Ah ouais, t'as raison. Chaque renard occupe une certaine zone, un territoire, et le mâle et la femelle occupent le même. Et les frontières entre les territoires sont très nettes. Les renards ne peuvent pas fabriquer des nouvelles tanières facilement. Le sol est gelé, donc c'est toujours les mêmes tanières qui sont réutilisées. Ah, fait que ici, il y a du poil d'hiver dans le trou. Ouais. Bon, on voit bien au fond. Ça veut dire qu'un renard qui est passé ici il n'y a pas si longtemps dans ce cas-là.
Chaque couple de renards garde les mêmes pendant probablement toute sa vie, puis ils sont remplacés quand ils meurent. Et maintenant, chaque année au printemps, on revisite chaque tanière pour voir qui habite là. Elle était vraiment en bonne forme quand je l'ai... Dominique et sa collègue se dirigent maintenant vers un piège où une femelle est captive. Ils veulent récupérer un collier émetteur riche en données. On est toujours un petit peu nerveux parce qu'on veut surtout que les animaux restent calmes. Donc on prépare tout pour que lorsqu'on a l'animal dans les mains, on l'a le moins longtemps possible en fait. « 37,59 et 35,02. OK. On leur met des étiquettes de couleur aux oreilles et ça nous permet de les identifier avec des jumelles à distance ou bien avec nos appareils photo automatiques. On peut les reconnaître. Un petit coup qui est parfait pour mettre des colliers comme ça. Voilà. On est satisfait de voir que nos colliers n'ont aucun effet sur la fourrure de l'animal. C'est important. Sa fourrure est très belle. Ça fait 2 ans qu'elle a ce collier. Maintenant, on lui a enlevé. Elle va pouvoir redevenir un petit renard sans collier. La manipulation se déroule bien. Dominique profite de ce contact pour s'assurer de la bonne santé de la renarde avant de la relâcher. OK. On va regarder ces petites dents. C'est un animal qui est nerveux, ça fait qu'on fait attention. Voilà, là on va la relâcher maintenant. Tout est terminé. Allez. Donc dans les colliers, il y a des GPS et on est capable après de savoir quand l'animal a couru, quand est-ce qu'il a gratté le sol, quand est-ce que même il a sauté, quand est-ce qu'il a dormi. Et donc on peut comme ça reconstituer toute sa vie après coup. Tout ce travail de collecte de données révèle surtout une chose. Le renard arctique est comme un athlète infatigable qui parcourt beaucoup de territoires. Les renards, pour survivre, ils doivent sans arrêt se déplacer. On a mesuré qu'ils couraient 30-40 km chaque jour. Donc c'est comme si nous, on faisait un marathon tous les jours. Et ils ont besoin de circuler sans arrêt pour trouver leur nourriture. S'ils restaient toujours au même endroit, il n'y aurait pas assez de nourriture. Donc il faut qu'ils soient nomades pendant une partie de l'année. Quand un couple de renards a des jeunes, à la fin de l'été, les jeunes doivent s'en aller. Les parents gardent leur territoire et puis les jeunes quittent la maison et ils doivent se trouver un autre territoire. Et là, c'est le moment très difficile pour eux. On en a vu qui allaient au Québec. On en a vu qui allaient au Yukon. On en a vu qui allaient au Groenland. Parfois, ils reviennent ou pas. Le renard apprécie les œufs car ils se conservent bien. Mais affronter les oies est un sport dangereux. Il se rabat plus souvent sur une proie beaucoup plus facile à attraper, le lemming. Moi, je les appelle les hot dogs de la toundra parce que les renards adorent manger les lemmings. Le lemming devient un peu la proie préférée parce qu'elle est relativement facile à capturer et n'est pas très dangereuse pour la plupart des prédateurs. Donc le lemming vraiment est un peu le petit snack de l'après-midi facile à obtenir. Je me demande, il est profond comment. Au camp 1, Dominique Fauteux mène des recherches sur ce petit rongeur, qualifié de véritable baromètre en Arctique. Ici, on est dans un habitat relativement humide. On appelle ça des polygones humides. Donc, pour les lemmings, c'est parfait pour trouver des corridors de course, se faire des terriers. Ça fait plus de 30 ans qu'on fait le suivi de la population, qu'on fait un peu l'estimation de l'abondance à chaque année. Pour bien réussir le recensement, l'équipe déploie divers moyens. Il y a d'abord le repérage des nids de lemmings, ensuite l'installation de pièges pour les attraper et les marquer, et enfin l'utilisation de caméras et de compteurs automatiques. Ce suivi a confirmé une dynamique complexe.
l'abondance des lemmings varie radicalement d'une année à l'autre. C'est un animal qui se reproduit plusieurs fois par année. Donc, une femelle peut avoir jusqu'à 5 portées par année. Et chaque portée va avoir jusqu'à 7 jeunes. Donc, on peut voir que les lemmings se reproduisent à une vitesse fulgurante et qu'à l'intérieur d'une seule année, la population peut centupler, littéralement. Dans les années de fortes abondances, les lemmings sont la proie principale et il y en a tellement que la plupart des prédateurs peuvent se nourrir convenablement. Mais il arrive à un certain point où la prédation est plus élevée que la reproduction des lemmings, ce qui fait en sorte que la population des lemmings va chuter. C'est le cas cette année. La population de lemmings est à son plus bas. Moins de lemmings, c'est moins de nourriture pour le renard. Les années où il y a assez peu de lemmings, comme cette année, il y a moins de reproduction, moins de renardeaux, les renards ont tendance à aller plus manger les œufs d'oie. Donc la pression de prédation sur les oies augmente quand il y a peu de lemmings. Ces travaux mettent en lumière une incroyable réaction en chaîne. Sur Bealow, un fil invisible relie toutes les espèces. Ainsi, le sort du minuscule lemming a des répercussions inattendues, qui résonnent à des milliers de kilomètres de la toundra. C'est quand même assez fascinant que ces petits lemmings-là ont finalement un lien avec ce qu'on observe, nous, dans le sud, au niveau des oies des neiges. Donc, le lemming étant abondant va favoriser le succès reproducteur des oies. Et donc, les lemmings ici ont un effet positif sur le succès de chasse des chasseurs dans le sud du Québec ou aux États-Unis. Oh, il y a des oisons. C'est les premiers de l'année. Wow! C'est des moments très émouvants parce que les œufs, on les suit depuis le début de la ponte. Ça montre qu'on est rendu à un autre stade de l'épée, puis tranquillement. Mais ça, c'est les premiers mouvements avant le retour vers le Québec. Ça vient vraiment faire quelque chose d'un sentiment très entier, puis très choyé de voir les oies dans leurs premiers instants de vie. C'est vraiment très, 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 très précieux. Dès la sortie de la coquille, les oisons sont identifiés. Ces marques permettent de suivre leur taux de survie sur l'île. Et il faut faire vite, car ici, le cycle de la vie est une véritable course contre la montre. Ce qui est fascinant, c'est à quel point tout se déroule dans un très court laps de temps. En quelques semaines, on passe de la fonte de neige, l'arrivée des oiseaux, la ponte, l'incubation, puis explosion de la vie à peine en quelques semaines. La fenêtre disponible pour la reproduction est tellement étroite que s'il y a des problèmes, quelque chose qui retarde ou qui repousse, plusieurs oiseaux vont même sauter la reproduction. Donc c'est fou à quel point tout est extrêmement compressé dans le temps. 1 ou 2 journées après l'éclosion, la première migration commence. Les familles quittent la colonie et doivent franchir terres et rivières pour rallier les aires d'alimentation à environ 30 km de là. C'est une marche de 30 km en ligne droite, mais imaginez un petit oiseau qui fait à chaque fois des petites montées-descentes. Donc peut-être que la distance réelle parcourue est peut-être le double. Là-bas, en quelques semaines, les jeunes vont grandir et apprendre à voler, avant le grand voyage vers le sud. Mais pour s'y rendre, la vigilance est totale. À chaque instant, un renard peut surgir. On voit vraiment une multitude de traces des pas qui vont à peu près tous dans la même direction. Puis ça illustre bien là, comment les plages, les bords de mer, là, c'est des axes de déplacement des familles là, peu de temps après l'éclosion.
s'il y a un risque, un renard qui arrive dans le paysage, bien, ils vont se servir de la mer comme un refuge anti-prédation. Donc, on les voit courir à l'eau, monter sur la banquise. C'est une façon de protéger leurs jeunes contre la prédation. C'est quand même assez spectaculaire là, comme endroit. Alors qu'ils traversent la toundra, les oiseaux marchent sur un territoire en métamorphose. L'Arctique se réchauffe en moyenne 3 à 4 fois plus vite que le reste de la planète. Et sur Bealow, les changements sont bien visibles. Au cours des 30 dernières années, une des transformations, c'est le recul des glaciers. Donc, quelque chose qui marque vraiment dans le paysage. Bon, on voit le recul des glaciers, dégel du pergélisol, qui crée des ravins par certains endroits puis qui vient changer la configuration du paysage. Quand le pergélisol dégèle, il va se créer des trous qui vont se remplir d'eau. Puis ça va former un paysage avec des petits lacs, des étangs, puis des petites bosses, des îlots. Ces îlots servent de refuge à une nouvelle venue, la bernache de Hutchins. Depuis 30 ans, sa population ne cesse d'augmenter, un phénomène que les chercheurs ici sont en train d'étudier. La bernache de Hutchins, elle ressemble beaucoup à la bernache du Canada. Ce qui les différencie, c'est vraiment leur taille. Dans les guides d'oiseaux, sa répartition ne va même pas jusqu'à l'île Bealow. Fait que c'est vraiment comme un début de colonisation. C'est un peu ça qu'on essaie de documenter ici. Ici, on est vraiment proche du premier nid que j'avais trouvé en 1996. Donc, le premier nid est à quelques centaines de mètres d'ici. Puis aujourd'hui, on parle de plusieurs dizaines, je pense une 80 nids qu'on trouve dans le secteur. Donc, c'est vraiment un des secteurs où on trouve la plus forte densité de bernache de Hutchins là, sur Bealow. La bernache de Hutchins arrive du centre du continent. Et l'histoire se répète. Tout comme l'oie des neiges, elle profite des terres agricoles du sud. Les deux espèces partagent ici le même garde-manger. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir jusqu'où va augmenter cette population-là, jusqu'à quel niveau ça va augmenter et qu'est-ce qui pourrait mettre un frein à l'augmentation de cette population-là. Donc, c'est le genre de questions auxquelles on essaie de répondre. Pour l'instant, les oies et les bernaches cohabitent bien. Mais dans la toundra, la nourriture est limitée. Et on sait que la surabondance d'oiseaux a déjà causé des problèmes ailleurs. C'est pourquoi on surveille l'impact du broutement. Pour le mesurer, on utilise ce que l'on appelle un exclos. L'objectif, c'est d'empêcher les oies de brouter dans ce petit secteur. Donc, on empêche le broutement dans ce mètre carré-là pour comparer la végétation qu'il y aurait sans le broutement des oies, puis la végétation avec le broutement des oies. Ce qu'on voit, c'est que globalement, à l'échelle de l'île, c'est pas plus que 10 de la biomasse de plantes qui est consommée par les oies. La gestion de population qui a été faite par la chasse sur la population de Grande Oie des Neiges semble fonctionner. C'est très stable sur ce site-ci à l'île Bealow. Fin août, début septembre, les familles d'oies entament le voyage vers le sud. Elles redescendent vers le Québec, puis les États-Unis, là où observateurs, chasseurs et chercheurs les attendent. Imaginez un oiseau qui, la première fois de sa vie, doit traverser un continent. C'est quand même assez fascinant. Puis, il y a toujours des petits mystères entourant la migration, toujours des éléments qui nous échappent, qu'on ne comprend pas parfaitement. Cette grande migration a beau se répéter année après année. Ce spectacle saisonnier réussit chaque fois à nous éblouir. Je pense qu'on envie un peu leur esprit libre, nomade, comme ça, de pouvoir parcourir du nord au sud le continent.
Les envolées, ça reste magique. On se tente pas d'un beau coucher de soleil, on se tente pas d'une belle envolée. Les oies vont toujours avoir des surprises pour nous, puis qu'on va encore et pour longtemps avoir à venir les observer. C'est une espèce qui elle-même se rassemble et qui nous rassemble. C'est un animal qui, au final, est inspirant.